Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de l'approche news contre l'approche documentaire, de l'utilisation du flou sous toutes ses facettes, des prix qui vous enferment dans une case, d'un film très improbable, de rendu argentique avec du numérique, de diversifier les approches, d'écriture, de narration et de parenthèse, mais surtout, on se demande si le terme exact, c'est bien photodocumentariste. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Olivier Laborde-Mattei. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je pense qu'on va avoir un épisode super intéressant. La première question que je vais te poser, c'est l'elevator pitch. Donc je rappelle le principe pour ceux qui n'écoutent pas tous les jours les épisodes. C'est mal, vous devriez écouter plus souvent. Mais l'elevator pitch, c'est tu croises Steve Jobs à la grande époque d'Apple dans l'ascenseur et tu as quelques étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Il faut que je lui parle en anglais ou en français ? En français. Il parle français. Il parlait français couramment, Steve Jobs. Vous ne le saviez pas, mais pour nous, il parlait français couramment. Ce que je lui dis, déjà, j'espère que l'ascenseur va tomber en panne parce que généralement, j'ai du mal à faire court. Pour décrire ce que je fais, je suis photographe d'abord, photojournaliste ensuite, photodocumentaire, photodocumentariste, on dit, réalisateur aussi d'un film. Et voilà, et touche à tout. J'écris aussi, j'essaye de multiplier les activités. Donc tu es un multi-artiste, on va dire. Artiste, je ne sais pas. En tout cas, artisan, oui. C'est marrant, on a tous cette difficulté à accepter le terme d'artiste, j'ai l'impression. C'est pas une difficulté, je pense qu'on est... je pense que c'est plutôt aux autres de le définir. Plus que nous-mêmes, oui. De l'accepter. Non, parce que en fait, ce qui m'avait marqué la première fois que j'ai vu tes photos, je te le dis, on reviendra après dessus, c'est justement que pour de la vraie vie, c'est beau. Et on va y revenir un petit peu plus loin dans le podcast, c'est une des questions. Mais la vraie vie est belle. Oui, c'est vrai. Mais tu vas photographier des choses qui ne sont pas toujours très très belles et qui sont justement étonnamment belles quand tu les fais. Si on parle un petit peu de ton background, j'ai vu que tu avais passé 10 ans à l'AFP sur l'actualité internationale, jusqu'en 2010, si je ne dis pas de bêtises, que depuis tu es indépendant, mais que tu continues à faire la même typologie de projet, peut-être des choses un peu plus sur le long cours. Oui, alors pas tout à fait 10 ans pour l'AFP sur l'international, en fait très exactement 5 ans en Corse, donc sur l'actualité insulaire, mais qui avait un retentissement international à l'époque. Et ensuite 5 ans, de 2005 à 2010, à Paris, où là j'ai été titularisé, avant j'étais pigiste. Et là, oui, j'ai commencé en dehors de l'actualité française et parisienne, le quotidien, je dirais, j'ai commencé à réaliser un certain nombre de voyages, de missions à l'international. C'est là que ça a commencé, tous ces voyages et toutes ces zones un petit peu chaudes dans lesquelles tu as fait des photos. Entre autres. Tu l'as dit, on va évoquer rapidement parce qu'on parle plus de photos, mais tu l'as dit, tu es également réalisateur d'un film. Oui, entre 2016 et 2019, j'ai co-réalisé très exactement un film qui s'appelle Apnée, un film documentaire qui est sorti sur France 3 National et un certain nombre de régions de France 3. Donc co-réalisé avec Baptiste de Cazenove, qui est par ailleurs mon binôme rédacteur quand on part ensemble sur le terrain en texte photo. Où en fait je l'ai suivi, il a raconté sa vie. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est la résurgence de souvenirs d'un passé douloureux où il a été victime de viol quand il avait 4 ans, et donc il cherche qui il est, et il va chercher aussi son agresseur. Donc il va comme ça
remettre en place toutes les pièces du puzzle de sa vie et il va essayer de se reconstruire au fil des années. Et donc c'est une longue épopée, une longue odyssée sur 3 ans qu'on a suivi. Je mettrai les liens pour ceux qui veulent le voir, ce film, pour qu'ils puissent le retrouver assez facilement dans les notes d'épisode qu'il faut toujours lire. Comment tu décrirais ton métier aujourd'hui, ou tes métiers, parce que tu es multifacette? Alors métier, c'est toujours un terme un peu étrange. Moi, j'ai l'impression que j'ai plusieurs activités qui avant tout me plaisent. Comment je les décrirais? D'abord comme passionnantes. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de multiplier les activités et de ne pas me cantonner finalement à la stricte photographie. C'est que j'ai besoin toujours de découvrir d'autres médiums, d'autres manières de raconter les histoires. Donc passionnante d'une part, mais aussi difficile d'autre part, parce que les temps sont durs et gagner sa vie en photographie, en tout cas en photographie de presse pour être bien précis, en ce moment, de nos jours, c'est un peu compliqué. D'accord, mais le fil conducteur, tu dirais que ça reste de raconter des histoires. C'est de toute façon la base, oui. Si on parle de ta philosophie photo, est-ce que tu as des photographes, des livres ou des photos préférés? Il y en a des dizaines, des centaines, et puis je pense que les livres qui nous nourrissent et qui nous font évoluer, qu'on copie avant de trouver même nous notre propre voie, ils évoluent au fil des années, au fil de notre expérience. Si je dois en citer un, le premier qui m'a vraiment touché, qui explique peut-être mes premières années de reportage, notamment à l'étranger, ce serait le formidable travail de Larry Burroughs au Vietnam. Un travail très, très pictural, un travail malgré la difficulté de la guerre, l'horreur de la guerre. Il réussissait à dégager de ces images des tableaux qui marquent et qui restent en mémoire. Et donc Larry Burroughs au début, et ensuite l'évolution de mon travail, de ma façon de penser la photographie, m'ont amené vers des travaux un petit peu plus documentaires, un petit peu plus longs, donc moins dans le news, moins dans le show. Donc là, je pense par exemple à Eugene Smith, et notamment son travail sur Country Doctor, où il a suivi aux États-Unis un médecin de campagne dans simplement sa promenade quotidienne chez ses patients à domicile. Et donc on le voit comme ça pénétrer dans l'intimité des gens, et cette intimité-là témoigne de la société de l'époque. Ce qu'il a fait aussi à Pittsburgh, où il a passé des années à documenter la ville. C'était une commande de la ville, et puis il y a laissé tout son argent, il a laissé son mariage, il y a tout laissé. Il s'est donné complètement à cette tâche, et le résultat est merveilleux, même s'il l'a jamais vraiment publié de son vivant. Et plus récemment encore, mais je pourrais en citer bien d'autres, le travail d'Ackerman qui est beaucoup plus suggéré. On est toujours sur un travail noir et blanc comme Eugene Smith, mais beaucoup plus suggéré, avec beaucoup plus de flou, avec beaucoup plus d'onirisme aussi, voilà. D'accord, tu dirais que ça reflète ton évolution à toi en tant que photographe, cette évolution en goût de lecture? Si je dois citer ces 3 photographes, oui, je dirais qu'ils sont assez proches de l'évolution que j'ai suivie. Non pas que je veuille me comparer, ressembler à eux, loin de là, mais en tout cas dans l'approche, dans l'esprit, oui. Ça te parle. En fait, c'est ce qui te parle à un instant T et qui fait que tu vas t'intéresser à ce type de photographie. Voilà, il y aura très certainement... j'en oublie et je vais m'en vouloir à la fin du podcast d'avoir oublié de penser à un tel et un tel, mais il y en aura d'autres par la suite, parce que mon travail évoluera encore, je l'espère. Certainement. On est toujours en évolution perpétuelle, et je crois que c'est à ça qu'on reconnaît les très bons photographes et les très grands photographes. C'est qu'on ne s'arrête pas à un moment... à un instant T, à quelque chose, et on continue à évoluer, et je pense que c'est le plus important dans ce métier-là. Si je te demande ce qui te fait déclencher, qu'est-ce qui te fait appuyer sur le bouton? Tout dépend dans la situation dans laquelle je me trouve. Si je suis sur une situation
d'actualité brûlante, de news comme on dit. Je vais déclencher au sujet que j'aurai devant moi, à l'action. Mais en même temps, il faut toujours avoir cette idée que déclencher c'est une chose, diffuser c'en est une autre. Donc en news, je vais déclencher relativement souvent, en tout cas à chaque fois qu'une occasion se présentera devant moi. C'est peut-être un peu flou, je ne sais pas si c'est très clair. Ensuite, en documentaire, je vais beaucoup plus penser, réfléchir à le moment où je vais déclencher, parce que ça doit finalement correspondre à une façon de concevoir le projet. Donc je vais pas n'importe quelle scène qui va se présenter devant moi n'est pas forcément intéressante pour le projet que j'ai envie de montrer. Donc ça sera beaucoup plus en rapport avec mon projet. J'y mettrai aussi plus de temps parce que c'est une photographie dans le cadre d'un projet documentaire. C'est une photographie qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, où on va essayer de beaucoup plus maîtriser les lumières. On a beaucoup plus de temps aussi pour travailler. Donc voilà, ce temps-là nous aide à mieux construire notre image, alors que dans le news, on fait avec ce qu'on a et il faut attraper le bon moment, parce qu'une fois qu'il est parti, il est parti, ouais. Il est parti. Donc, en news, tu prends tout ce qui se présente, tout ce qui arrive. En documentaire, tu réfléchis plus à ton angle. Je réfléchis beaucoup plus à l'angle, même si évidemment en news, j'y mets un bémol, on ne va pas photographier n'importe quoi, bien évidemment, on va quand même rester axé sur l'histoire. Mais après, la question aussi, si je peux me permettre de rebondir, c'est surtout qu'est-ce que je ne photographie pas. Je pense que la photographie s'arrête quand par exemple, une situation fait qu'une personne en danger nécessite de l'aide. Et donc, dans ces cas-là, la photographie ne se justifie pas. Il faut d'abord porter secours à la personne qui est devant nous. Et par ailleurs, comme je vous le disais, une photo, comme je te le disais, une photographie, donc on peut photographier, mais doit-on derrière diffuser ? C'est la deuxième question à se poser. Bien souvent, il m'est arrivé de faire les photos en me disant que j'allais réfléchir ensuite à l'intérêt ou non de diffuser l'image en fonction du contexte, en fonction de l'information que représente l'image, en fonction de beaucoup d'éléments. D'accord, mais ça, tu y réfléchis pendant que tu fais la photo ? J'y réfléchis. La photo, j'essaye au maximum de ne pas perdre l'occasion de faire la photo. D'accord. Mais après, la diffusion, elle vient dans un deuxième temps, le soir, quand on est devant son écran. Tu prends des décisions en fait. Voilà, je prends des décisions. Après, la photographie que je prendrai sur le moment, bien évidemment, elle ne doit pas aller à l'encontre d'un refus d'une personne ou d'une situation embarrassante où je mettrai quelqu'un dans une situation, une posture gênante ou caricaturale, évidemment. Donc, dans ces cas-là, il n'y aura pas de photo. D'accord, donc il faut rester clean par rapport à ton sujet. C'est la base. Si on parle de tes photos, j'ai remarqué plusieurs choses en fait dans les photos individuelles et dans les reportages que tu présentes sur ton site. La première, c'est que tu as une utilisation très forte du flou. Alors on parle de choses, je te l'expliquais avant d'enregistrer, que moi je remarque des choses que j'aimerais être capable de faire aussi bien, et tu as une utilisation extrêmement puissante du flou dans tes photos. Et ce que j'ai beaucoup noté aussi, c'est que ce n'est pas que sur du mouvement. Parce qu'on peut se dire que c'est du contexte, que quelqu'un est en train de courir, que tu n'as pas eu le temps de régler ton appareil, que tu vas absolument choper le moment. Mais en fait, il y a des moments figés où il y a également du flou. Je trouve ça très beau et je trouve que ça donne beaucoup de puissance. C'est quoi cette utilisation justement du flou que tu fais ? Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça et qu'est-ce que ça apporte à ton histoire ?
Alors, bon, déjà, c'est pas parce que j'ai Parkinson ou parce qu'il fait froid dehors, bien qu'au Groenland, sur mon dernier reportage, c'était le cas. Le flou, comme je parlais tout à l'heure d'Ackerman, qui pratique beaucoup le flou. Le flou, il a plusieurs facettes. Ça peut être du flou de mise au point. Ça peut être du flou de bouger, ça peut être les deux en même temps. Le flou, pour moi, alors je pense qu'il ne faut pas en abuser non plus. Je pense qu'il apporte une plus-value au sujet. Je pense qu'il est là pour... alors, à moins qu'on soit dans une logique d'un sujet totalement flou, et on le défendra de la sorte. Mais sinon, pour moi, en tout cas, il doit apporter vraiment une plus-value, finalement une part d'onirisme dans le projet que j'amène. Le flou, du coup, je ne l'emploie pas ou quasiment pas quand je traite de sujets d'actualité, ne serait-ce que parce que les journaux ne les prendraient pas, à quelques très très rares exceptions près. Mais je l'utilise beaucoup plus dans mes projets, que ce soit le projet que j'ai pu réaliser pendant 2 ans en Mongolie ou celui que j'ai commencé là au Groenland. C'est cette idée et qui est très complémentaire finalement du noir et blanc, d'apporter une émotion particulière, une émotion supplémentaire. Je vais prendre l'exemple de la Mongolie. En Mongolie, donc j'y suis d'abord allé la première fois avec mon fils. On a fait un livre ensemble quand il avait 12 ans. Et puis, voyant qu'il y avait énormément de choses à raconter là-bas, j'ai décidé d'y retourner, de m'y installer. Et j'ai travaillé notamment à Ulaanbaatar, dans la capitale de Mongolie, sur la question de la pollution, pollution atmosphérique, qui est gigantesque là-bas à cause des quartiers d'Yourte donc les quartiers défavorisés qui se chauffent en hiver à -40 au charbon. Donc il y a toujours tout l'hiver dans cette cuvette un énorme manteau de dioxyde de carbone qui étouffe la ville et les gens. Et donc il fallait comme ça essayer de reproduire cette sensation d'étouffement comme ça, et que moi-même je vivais d'ailleurs au fond de mes poumons. Et c'était pas toujours évident parce que le nuage ne se voit pas nécessairement, ou il est assez haut, ou on n'est pas toujours dans le brouillard complet. Et donc le flou justement me permettait d'apporter cette notion-là, que je couplais à un fort grain sur les photos et au noir et blanc, et on avait cette sensation du coup d'air irrespirable, de ces silhouettes qui passent un peu floues comme ça dans un décor tremblant. C'était aussi des espèces de fantômes un peu morts-vivants, tous ces gens qui étaient en sursis parce que avec une pollution comme celle-là, leur santé était forcément attaquée. Donc ça participe en fait de ton histoire, de ton récit en fait. C'est un moyen de raconter ton histoire également. Tout à fait. C'est pas en tout cas fait au hasard pour faire beau. C'est pas de la circonstance en fait qui fait que t'étais dans cette circonstance-là et la photo est sortie comme ça. C'est vraiment ultra intentionnel. C'est tout à fait intentionnel. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est très compliqué à faire, oui, beaucoup justement. Plus qu'une photo nette. Certainement, et probablement, oui, parce que j'ai déjà essayé et franchement, j'ai jamais eu un résultat satisfaisant, enfin, qui correspondait à ce que je voulais faire. Tu parlais justement du grain et de ces petits défauts, je fais les guillemets avec les doigts, vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas de visuel, mais quand je parle de défauts, ce n'est pas dans le sens négatif. Justement, ça me permet de rebondir sur la question suivante, qui est en fait l'identité visuelle de chaque reportage. Quand on parcourt ton site, j'ai eu cette impression, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, que chaque reportage a son identité visuelle propre dans le traitement de l'image. Alors, je vais te redonner un exemple d'un film que j'ai vu quand j'étais ado, qui est complètement passé. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps en plus, c'est aussi pour ça que j'y repense, qui est complètement passé aujourd'hui. Il est daté des années 90 à mort, ça s'appelle Crying Freeman. C'est un film qui est adapté d'un manga.
d'une histoire d'un tueur dont une jeune fille a vu le visage et il doit la tuer, mais il tombe amoureux. Enfin bon, un truc abracadabrant. Mais le film se déroule à travers le monde entier. Et le réalisateur, qui je crois est Christophe Gans, donc c'est quand même un grand nom du métier, avait décidé à l'époque, quand il changeait de pays sur le tournage, de changer de pellicule et d'acheter de la pellicule sur place, donc des pellicules locales. Donc chaque pays, à l'époque c'était des vraies pellicules, c'était pas du numérique, chaque pays a son identité visuelle. Il y a des teintes plus chaudes, des teintes plus froides, des grains plus prononcés, des grains moins prononcés. Ton site, ça m'a fait cette impression-là. À un moment, je me suis même demandé si tu shootais pas en analogique en choisissant des films spécifiques par rapport à tes sujets. Je pense que non, tu shootes en numérique. Mais il y a cette qualité analogique de la photo avec, entre guillemets, des défauts qui est assez surprenante aujourd'hui où dans un monde de photographie numérique, tout est parfait, tout est lisse, tout est nickel. Il n'y a jamais rien qui dépasse, il n'y a plus d'ombre. Enfin, je veux dire, tu as le choix d'avoir une photo techniquement parfaite à chaque fois. Et donc ma question c'est pourquoi tu as ce traitement, comment tu arrives à ça? Alors comme tu le dis, il y a effectivement plusieurs traitements et ces traitements-là diffèrent en fonction des sujets. Alors je fais bien la différence entre mon travail de photojournaliste pour la presse et mon travail de photodocumentariste. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot qu'on emploie. Mais pour donc voilà mes projets personnels qui sont à 99% en noir et blanc ceux-là. Donc la presse est en couleur parce que c'est ce que veut la presse. Et donc mon travail en noir et blanc, mon travail personnel. De ces projets-là, effectivement, la manière de traiter les photographies diffèrent en fonction du thème, en fonction du sujet. Et comme je l'expliquais auparavant, en fonction du sens qu'on a envie de donner à son travail, parce qu'avant tout, on raconte une histoire, on va traiter les images différemment. Un peu comme un écrivain, un romancier qui, en fonction du thème qu'il va vouloir développer, va utiliser un champ lexical particulier. Ouais. On est tout à fait dans la même idée. Ensuite, sur les traitements en eux-mêmes, alors oui, effectivement, je travaille en numérique, essentiellement pour une question de coût. Et ce qu'on pouvait faire avant en argentique, en amont, c'est-à-dire choisir sa pellicule et donc décider du rendu en amont. Maintenant, avec le numérique, on le fait, mais après, en post-production, puisqu'on ne peut pas régler son appareil avant sur un mode particulier, à moins pour les spécialistes, à moins de travailler en JPEG. Et dans ces cas-là, l'image est compressée et c'est pas intéressant. Donc le traitement, le traitement photographique, le traitement de l'image, l'esthétique est réalisé après. Et j'essaye effectivement de me rapprocher de ce travail argentique parce que je trouve que justement le côté lisse, le côté propre du numérique actuel est un frein à la transmission d'émotions, ce qu'une pellicule granuleuse avant permettait de faire passer. C'est les défauts et c'est l'identité et c'est le... Enfin, on en a parlé un petit peu avant, mais ce que je te disais, moi, mes bases photographiques, c'est 2 photos de mon enfance, une photo du mariage de mes parents, une photo de moi, qui sont totalement imparfaites. Et justement, c'est la beauté de ça. Ces 2 photos des années 70, donc c'est forcément de l'analogique. La beauté de ça, c'est justement tous les défauts de la photo, et c'est ce que j'essaie moi de reproduire avec plus ou moins de succès. Mais j'aime beaucoup justement ce côté, ce petit truc qui va venir... alors j'allais dire créer un défaut, mais non, donner du caractère en fait. Si on continue sur cette veine, j'ai remarqué que tu avais tendance aussi, alors en plus de changer l'esthétique, à changer de code d'un reportage à l'autre. C'est-à-dire que tu vas être... sur par exemple un reportage qui s'appelle Urbanisation, qui pour moi reprend énormément de codes de street photographie.
alors que tu as des parties beaucoup plus documentaires, tu as des parties qui vont carrément aller vers le portrait pur. T'as des changements en fait de code d'un album à l'autre. Alors oui et non. Les changements de code sont souvent dus à des commandes que je peux avoir, et donc dans ces cas-là, il faut que je m'adapte à la commande. C'est le cas des portraits dont tu parles, qui étaient à Cannes, je crois, de Cannes, qui pour le coup ont été faits au Polaroid. Et pour la petite parenthèse, donc j'y suis allé en commande pour Le Monde, donc j'avais des rendez-vous avec chaque artiste, auteur, réalisateur, comédien, et le fait de travailler au Polaroid et on a chaque photographe a 5 minutes grand maximum pour faire ses photos, et puis on enchaîne, la personne enchaîne les photographes, comme ça on est presque à la queue leu pour faire nos photos, et le fait d'avoir un Polaroid, donc une machine d'un autre temps, et de faire 4 photos quand les autres photographes en numérique en font 300, 400, parce qu'on n'a que 3 minutes, il faut en faire le plus possible. Finalement, ça a donné, il y a eu une sympathie à l'égard de l'appareil, et peut-être du photographe aussi, ou peut-être un peu de pitié, je ne sais pas. Et du coup, beaucoup d'émotions sont passées à travers ces photos que peut-être certains en numérique n'ont pas eu dans cette méthode d'abattage. Ça a créé un lien. Et ça crée un lien, on m'a même octroyé beaucoup plus de temps que prévu, ça crée des discussions, ça se voit sur les photos, ça se ressent dans les émotions, dans les traits des visages. Donc ce genre de choses, voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est intéressant pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je dis portrait, juste, je pensais pas que à ça, j'ai pensé à ça parce que je voyais bien que c'était une commande et que c'était un truc très spécifique, mais je l'ai trouvé dans d'autres endroits de ton site, où justement il y a des moments où tu prends plus de temps et on voit que c'est plus arrêté, plus posé, plus réfléchi, plus intentionnel. Dans certains... alors je crois que c'était du noir et blanc, donc c'était des projets plus perso. Oui. Mais je l'ai vu ailleurs aussi, c'est pour ça que ça m'a... Oui, alors moi je ne suis absolument pas portraitiste. J'aurais presque tendance à dire même que je suis un mauvais portraitiste. J'ai tendance de par ma formation, mon expérience de terrain, ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes années, j'ai appris à faire avec ce que j'avais devant moi, et surtout pas mettre en scène. Donc diriger quelqu'un, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, et qui me bloque. J'ai des sueurs froides, j'ai l'impression de revenir au tout début où je savais même pas me servir d'un appareil photo. C'est quelque chose d'assez terrible. C'est peut-être pour ça aussi que le Polaroid m'a aidé à Cannes. Avec un autre appareil, j'aurais été peut-être plus embêté. Mais donc, par contre, oui, j'essaye quand même d'inclure dans mes projets, mes longs projets, des portraits, comme tu parlais tout à l'heure de street photographie. Alors, le sujet dont tu parles, l'urbanisation, c'est en fait un sujet dans le sujet. En fait, c'est un sujet dans le projet, puisque c'est issu de mon long projet en Mongolie sur les changements de la société mongole. Donc j'ai extrait des images pour en tirer quelque chose de particulier, mais d'une manière générale, quand on travaille sur un projet long comme celui-là, on va diversifier les approches. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je vais effectivement faire un peu de portrait, je vais contextualiser énormément, donc je vais pas simplement m'arrêter sur des scènes à photographier, sur des gens. Je vais avoir besoin de raconter leur environnement aussi. Donc c'est cet environnement-là que je pense que que j'ai vu justement, c'était parce que j'ai vu dans beaucoup de tes reportages que tu fais aussi pas mal de paysages. Ce qui est donc c'est du contexte en fait. C'est aussi du contexte. C'est pour positionner le reportage et pour qu'on comprenne. Et puis des respirations aussi, parce que sur un projet long, je pense que il y a besoin d'avoir un petit peu comme j'en reviens toujours à l'écriture, puisque de toute façon la photographie est une écriture, mais une écriture d'un roman, d'une nouvelle, où on ne peut pas être tout le temps dans l'action. Ouais. Ça fait des vagues, il faut des temps il faut des pauses, ou une partition de musique, il faut des pauses, il y a des virgules, il y a des voilà, et c'est pareil quand on raconte une histoire. Il faut toujours imaginer, quand on monte un projet photo, il faut toujours imaginer son travail accroché
accroché au mur, comme ça on a un peu de recul et puis on raconte comme une partition en fait. Tu donnes le temps aux gens de reprendre leur souffle. Oui, et puis il y a une histoire, donc il y a une narration, il y a un début, un milieu, une fin, et au milieu il y a des pauses, et puis il peut y avoir des parenthèses, il peut y avoir voilà. Et donc c'est ça aussi, ces photos de paysages, ces portraits, etc. D'accord. Je ne m'attendais pas forcément à cette réponse-là, mais c'est une vraie belle réponse. On va parler de la beauté de tes images, en particulier quand elles sont dures. Tu as fait des sujets qui ne sont pas simples, c'est un euphémisme de dire qu'ils ne sont pas simples. Tu as fait des sujets qui sont très très durs, et les images sont toujours belles. Et je me demandais justement, est-ce que tu le recherches ou est-ce que c'est ce qui se présente devant toi et tu arrives à voir la beauté des choses malgré tout? Et est-ce que tu dessines une frontière finalement entre l'art de la photo et le reportage? Alors qu'un photographe cherche à faire de belles photos, je pense que c'est la base. Parce que si demain je faisais, enfin en tout cas... on faisait de mauvaises photos, des photos, je sais pas comment on dit l'inverse de belles. On peut faire des photos moches et intéressantes. Oui, mais alors ça sera plutôt ce que j'appelle un document. D'accord. Je pense que on tend tous on recherche tous des photographies dont le cadrage est bon, dont les personnages sur l'image sont évocateurs, où il se passe quelque chose, où il y a une information, il y a des émotions. On recherche évidemment ça tout le temps. Donc quand on arrive à voir finalement un peu de ces éléments-là, qu'on arrive à les mettre dans une image, oui, c'est ce que chaque photographe cherche. Une belle photo, finalement, ce n'est, à mon sens, ni plus ni moins qu'une photo qui parle aux gens parce qu'elle a un de ses curseurs ou tous ses curseurs. Et je pense que si on va plus loin, si on va parler d'esthétique, comme on peut parfois entendre certains nous reprocher ou me reprocher, vous esthétisez la misère. Il faut bien comprendre que, encore une fois, on essaye dans une image de la rendre la plus lisible et la plus claire possible. Je reprends l'idée de la photo au mur. Quand on est un petit peu loin et qu'on voit une image de loin, on va être attiré vers elle parce que dans notre tête, elle va avoir, parce qu'il y a des codes, et dans notre tête, elle va résonner à certains endroits. Si on voit qu'elle est bien structurée, sans même connaître le sujet, ne serait-ce que dans sa structure, sa composition, on va aller vers elle. Si on voit par exemple qu'elle est avec certaines couleurs ou une certaine lumière, on va aller vers elle. Si en se rapprochant, on voit que les visages ont des expressions particulières, il y a des mouvements particuliers, on va aller vers elle. Et en allant vers cette image, parce qu'elle a tous ces codes-là, on va s'intéresser, on va y rester, et c'est parce qu'on y reste qu'on va saisir l'information et que l'information va rester gravée dans la tête. Donc avant de délivrer ton information, tu dois attirer l'œil de la personne. Je pense que la meilleure manière pour que l'information soit gravée longtemps dans la tête du lecteur, du public, la meilleure manière, c'est de lui délivrer une image qui peut avoir une esthétique particulière. Donc l'esthétique fait partie de l'impact en fait de l'image. J'en suis convaincu. Alors je voudrais qu'on parle d'un point. Alors on a eu deux photojournalistes avant toi sur le podcast. Les deux tendaient à s'accorder sur le fait que quand on présentait un reportage, on essayait de se limiter à une 30aine d'images. Toi, ce qu'on voit sur ton site, c'est beaucoup plus long. Alors, je pense qu'on va en arriver à la distinction journalisme et documentaire, mais j'aimerais justement que tu nous en parles et peut-être qu'on explicite un peu la différence entre les deux. Alors, je fais des workshops, je donne des cours de photojournalisme parfois, et souvent je dis ça, effectivement, une 30aine d'images, pas plus. Et je suis assez fort pour dire ce qu'il faut faire, mais pas faire ce que je dis.
Et en l'occurrence, dans mon site, je m'émancipe un petit peu de ces règles-là parce que c'est un site personnel et puis j'ai envie de donner à voir plus d'images. Ça ne prête pas plus à... Voilà, c'est pas grave en soi. Quand je parle d'une trentaine d'images ou quand les autres photographes que tu cites parlent d'une trentaine d'images, c'est plus dans un esprit, je dirais, une idée un peu formatrice de donc déjà on parle d'un sujet presse, ouais. J'ai oublié de préciser, oui. Mais on parle d'un sujet magazine. Quand j'ai envie d'aller présenter un sujet, je sais pas moi, au Figaro Magazine par exemple, qui est encore un des rares journaux à publier 10-12 pages de reportage par semaine. Je vais arriver avec 30-40 photos. Généralement, ils en veulent un peu plus quand même. Mais cette sélection que j'ai faite me permet, moi, d'être clair dans ma tête, de savoir un petit peu comment je veux construire cette histoire et d'être capable de la défendre ensuite au rédacteur en chef. Voilà, d'avoir quelque chose de construit. C'est pareil un petit peu pour une exposition. Quand vous êtes exposé à Visa pour l'image, à Perpignan, le festival de photojournalisme, c'est 35 images par exemple. Donc c'est un peu les codes comme ça de dire 30-35 images, on peut raconter une histoire en 30-35 images. Maintenant, ça peut être un petit peu plus, ça peut être un peu moins, tout dépend du sujet qu'on traite, tout dépend du temps qu'on a passé sur le sujet. Ça reste un petit peu... voilà, c'est pas une règle absolue, quoi. Non, mais c'est connaître les règles pour mieux s'en affranchir après. Tout à fait aussi. Ça marche aussi comme ça. Si on parle d'une image en particulier, il y a une image que je posterai avec ton accord dans l'article qui accompagne ce podcast, qui est celle en fait qui est dans ta signature mail sur un projet qui s'appelle Neige Noire. Oui. J'aurais voulu savoir déjà pourquoi tu mets cette image-là en avant quand tu communiques avec les gens. Alors évidemment, j'imagine que c'est ton projet en cours, mais je pense qu'il y a d'autres choses derrière cette image-là en particulier. On parlait tout à l'heure des images impactantes parce que graphiquement intéressantes. Typiquement, oui, donc c'est parce que mon projet en cours au Groenland nécessite que dans ma signature j'y mette une photo et je fasse un rappel. C'est de la communication gratuite, ça mange pas de pain. Et cette image en particulier, dans une signature, elle arrive en timbre-poste. Et donc il faut forcément, quand on met une photo en timbre-poste, qu'elle soit assez lisible, assez rapidement. Donc voilà, j'ai choisi cette photo qui aussi est assez symbolique de mon travail que je suis en train de réaliser au Groenland. Petite, si je peux donner un conseil d'ailleurs aux photographes quand ils éditent leur travail, on a souvent tendance à regarder ces images le plus grand possible sur son écran, à zoomer dedans. Or, j'aurais plutôt tendance à leur conseiller de les regarder en tout petit. En tout petit parce que justement, les compositions apparaissent beaucoup mieux quand on regarde les images en tout petit, quand on prend du recul sur ces images. Voilà, et donc ce projet Neige Noire, qui est un projet que je réalise avec mon fils, donc le deuxième, puisque le premier on l'a réalisé en Mongolie en 2012, il avait 11 ans. On était partis la première fois tous les deux à la découverte d'un peuple qu'on ignorait, mais un peuple qui vivait de grands changements de société. On en avait ramené des photos, lui avait travaillé au Polaroid d'ailleurs. Et on a écrit tous les deux, et de cette expérience est sorti un livre l'année d'après, Mongol. Et l'idée, là maintenant, avec notre projet Neige Noire, est de faire la suite finalement, puisque la thématique n'est pas très éloignée de celle de la Mongolie. Mais lui, maintenant, a bientôt 20 ans, il est en 3e année de Sciences Po. Il écrit très bien. Et il a d'ailleurs gagné un prix pour partir là-bas. Le prix Max Lazare de Sciences Po d'ailleurs.
Et donc on va partir au Groenland ensemble. On devait partir là déjà en mai, en juin, ça a été annulé à cause du Covid. J'espère qu'en novembre on pourra y aller pour raconter la société groenlandaise à l'aune des 300 ans d'occupation danoise, puisque l'année prochaine on fêtera les 300 ans de l'occupation danoise. Un peuple qui a la possibilité de devenir indépendant par voie référendaire, mais qui n'en est pas encore capable économiquement. Et donc qui est tiraillé entre les appétits de certaines grandes puissances comme les États-Unis, on l'a vu, Donald Trump qui veut acheter le Groenland, ou la Chine qui veut s'approprier les terres rares. Donc toutes ces puissances qui veulent mettre la main dessus dans une région très 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 stratégique. L'Arctique va devenir une région très très stratégique dans les années à venir. Et par ailleurs, le réchauffement climatique qui les touche de plein fouet, avec la fonte des glaces qui bouleverse tout leur environnement, et une population qui par ailleurs subit les affres de la colonisation passée maintenant, mais il y a encore la suite de ça où beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans cette nouvelle société, vivent pour la plus grande partie maintenant dans les villes, et avec un taux d'alcoolisme démentiel, des taux de suicide incroyables. Voilà, et donc on veut raconter cette société. En fait, on va partir d'un roman qui a été écrit par un Groenlandais en 1931 et qui se projette en 2021. Donc un roman d'anticipation où il imagine un pays de cocagne, un pays merveilleux. Et donc moi, je vais constater et comparer avec ce que lui imaginait de son futur pays. Et Lisandre, ou lui, mon fils, va écrire un roman d'anticipation, donc va prendre le relais et va écrire un roman d'anticipation sur le Groenland de 2051, en simplement allant rencontrer les Groenlandais et leur demandant comment ils imaginent leur pays dans 30 ans. Voilà. C'est un projet familial en même temps. C'est un projet familial, et c'est pour moi quelque chose qui est très très important. C'est d'avoir toujours un rapport privilégié avec son fils, et de développer systématiquement, tant que je le peux, cet échange, ce partage, et de transmettre aussi beaucoup. Ça fait partie de ta relation avec lui, le travail finalement, ou pas ? Alors, c'est pas le travail qui fait partie, encore une fois. Moi, je ne considère pas nécessairement ça comme un métier ou comme du travail, mais disons que c'est un moyen pour moi et pour lui de nous connecter. D'accord. Voilà. De partager quelque chose. De partager quelque chose. D'ailleurs, à l'issue de ce projet au Groenland, on va sortir un livre photo, un roman, donc ce roman d'anticipation, et par ailleurs un troisième ouvrage, on espère les regrouper dans un coffret, qui sera la retranscription de nos échanges là-bas au Groenland, puisqu'on va s'enregistrer quand on va discuter, lui et moi, et on adore débattre, on adore philosopher, et ça sera voilà notre perception de ce qu'on vit, de ce que vivent les gens là-bas, et des discussions autour de la transmission, autour de l'héritage, autour de ce qu'on laisse aux générations à venir, etc., etc. Puisque le Groenland est aussi un peu le laboratoire de notre monde, et peut-être aux premières loges de ce que nous, on vivra plus tard. Donc cette question d'héritage, cette question d'avenir est extrêmement présente dans notre... et aussi donc, du coup dans notre relation. D'en parler avec ton fils, du coup, oui, ça prend un petit relief supplémentaire en fait. Tout à fait. Si je te demande, on va dire que tu es à 80 ans, tu es en train d'éduquer des petits cons qui arrivent et qui disent c'est quoi la photo ? Tu sais que la plupart des photographes sont résumés à, quand on a de la chance, 5 à 10 images. C'est quoi l'image que tu aimerais qu'on retienne de toi ? Et c'est William Klein qui disait que notre vie photographique se résume même à 2 secondes à peu près, puisque si on compte en moyenne qu'une photo est prise au 125e de seconde, il ne faut pas beaucoup de photos pour arriver à 2 secondes, mais c'est vrai que c'est ce qu'on se rappelle. Et ça, c'est quand tu es William Klein. Ça, c'est quand tu es William Klein. Et donc, du coup, moi, ça sera peut-être un quart de seconde. Et encore. Je ne
peux malheureusement pas répondre à cette question parce que je suis heureusement loin d'avoir 80 ans. Tu penses que tu l'as pas encore faite ? Je ne sais pas. Est-ce que je l'ai faite ? Est-ce que je ne l'ai pas faite ? J'en sais rien. Est-ce que je penserai encore à la photographie dans un an ? Je ne sais pas. Est-ce que on sera encore de ce monde ? Sincèrement, ça serait un peu prétentieux et ça serait un peu malvenu d'ailleurs, ou ça serait finalement, même si je me projette à 80 ans, donc encore avec un peu de vie, ça serait m'enterrer photographiquement que de penser que la photo a déjà été faite en citant une des photos que j'ai déjà faites. Donc je préfère dire qu'elle n'a pas été faite encore. Ce sera jamais toi qui la présenteras. J'espère. J'espère que la dernière, peut-être celle qui restera, celle que je ferai sur mon lit de mort, j'en sais rien, on verra. Ou ailleurs que sur le lit d'ailleurs. Si on parle côté business de la photographie, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale ? Alors essentiellement la presse, encore, malgré tout. Et de plus en plus des activités annexes comme alors on parlait tout à l'heure du film, mais donc ça peut être des formations que je donne. Et ça peut être divers et varié, mais c'est parfois s'il le faut du corporate. Alors je dis s'il le faut, c'est pas du tout je mets pas péjoratif. Ça. C'est absolument pas péjoratif, c'est simplement que je ne suis pas forcément, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Donc évidemment, quand je vais faire du corporate, je me force un peu, mais on peut, on a cette chance maintenant en faisant du reportage d'être recherché par certaines entreprises pour ce type de travail en particulier. Donc dans ces cas-là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Par ailleurs, voilà, ça peut être, peut y avoir. En fait, on essaye de diversifier les sources de revenus parce que la presse, à de très rares exceptions, ne permet plus de vivre. Si on parle de qui est le plus mis en avant sur ton site, pas dans le sens où c'est la majorité, mais c'est peut-être ce qu'on voit en premier. Et de mes discussions avec Fred Marie notamment, il y a deux types de reporters dans des zones de conflit. Il y a ceux qui partent avec l'armée, il y a ceux qui partent seuls. Enfin, seuls. Il y a ceux qui partent avec l'armée sécurisée de notre pays, qui est en position dominante et qui peut assurer un certain niveau de protection. Et il y a ceux qui partent manifestement avec des gens qui ne sont pas forcément en position de force. Et je crois que tu es plutôt, toi, dans la deuxième catégorie de gens, ceux qui sont plus proches du terrain, peut-être ? Alors, plus proche du terrain, je ne sais pas. En termes de sécurité, je ne suis pas convaincu que de partir avec une armée de métier dite en position de force soit forcément plus sécurisant. C'est un monstrueux résumé que j'ai fait de la situation, que les gens sachent. Que les gens sachent justement que partir avec l'armée française ou l'armée américaine sous-entend aussi qu'on part avec une armée ciblée, visée. D'accord. Donc, quand je suis parti par exemple avec l'armée américaine en Irak, que j'ai suivi l'armée américaine là-bas en 2007, il n'y avait pas d'ennemis, je mets des guillemets, on ne le voit pas non plus, en face, mais il y avait, mais par contre les maisons étaient piégées, les routes étaient piégées, tout était piégé, et c'était à destination des soldats américains, et les pertes étaient énormes. Tu n'étais pas forcément plus en sécurité avec eux. On n'était absolument pas en sécurité en étant avec eux. Après, oui, c'est toujours un petit peu embêtant de partir avec une armée de métier parce qu'on a toujours peur d'être contrôlé. Alors très étonnamment, avec l'armée américaine, on signe des papiers au départ où on nous oblige à ne pas montrer de mort avant que la famille soit prévenue, de ne pas montrer de carte d'état-major ou de plan trop détaillé du camp de base. Mais à côté de ça, ils ne vérifient jamais les photos qu'on fait, ils nous font confiance et puis on peut envoyer ce qu'on veut. Avec l'armée française, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a souvent un opérateur de communication qui est là, qui vérifie ce qu'on fait ou qui nous emmène à des endroits précis. Moi, avec les Américains, je faisais mon marché le matin. J'allais à tel et tel, voir le capitaine. Je voudrais aujourd'hui aller faire des fouilles de maison. Demain, je voudrais aller faire une distribution alimentaire, machin. Et en fait, il m'affrétait. Enfin, il me mettait dans une patrouille qui faisait
telle ou telle chose. L'armée française, on est beaucoup plus dirigé, on est beaucoup plus encadré, c'est plus compliqué. Après, partir seul, le photographe ne part jamais seul. Le photographe tel qu'il est héroïsé n'existe pas. Un photographe part d'abord avec son fixeur. Ouais. Le fixeur, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est une personne qui est donc du coin, de l'endroit qu'on couvre, et qui va avoir un réseau qui va connaître très bien la région, qui va connaître les bons interlocuteurs, qui va être capable de parler non seulement la langue du pays, mais peut-être aussi les dialectes, qui va connaître les codes, les us et coutumes, là où il faut aller, là où il ne faut pas aller, en fonction des réactions des uns, des autres, enfin, bref, qui va avoir une connaissance parfaite du milieu, qui parfois aussi peut être notre garde du corps, tout simplement, puisqu'un photographe a interdiction d'être armé. Il faut le rappeler à certains, je pense. Je ne savais pas. Après, si on est armé, on n'est plus photographe, on n'est plus journaliste, on est belligérant. Si on se fait attraper, on n'est plus neutre. On n'est plus neutre, et après, on prend nos responsabilités. En tout cas, on n'est plus journaliste. Donc voilà, donc on part avec un fixeur, et ce fixeur-là, finalement, nous fait 90% du travail. Sans fixeur, on n'est rien, on est à poil dans un pays en guerre, on ne peut absolument rien faire. Alors, si je reformule juste ma question, parce que je pense qu'elle sera plus claire dans ce sens-là, c'est vrai que quand je vois tes photos, j'ai l'impression que tu es dans la rue avec un sac à l'épaule, en train de faire des photos, comme tu ferais des photos dans Paris de street photographie. Tu es dans une zone super chaude où justement tu te retrouves comme ça. Donc effectivement, tu n'es pas tout seul en réalité. Alors, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours un fixeur qui est avec nous, bien sûr. Après, tout dépend des situations. Quand je suis allé au Yémen il y a en juin 2017, pour Le Monde, avec Jean-Philippe Rémy, on a réussi à rentrer dans la ville assiégée de Taez, qui était une ville quasiment aucun journaliste n'avait jamais pu rentrer, parce que Jean-Philippe a fait un énorme travail pendant 1 an et demi de recherche, et il a pas lâché, il voulait absolument y rentrer. Et c'est ça le travail de journaliste, c'est jamais rien lâcher. Avant de faire l'image, il faut tout préparer. C'est indispensable. On ne peut pas partir là-bas la fleur au fusil sans savoir où on met les pieds. Et une fois là-bas, on a pu rester à peine 3 jours. Je ne sais pas si tu fais référence à ces images-là, mais on était donc dans un groupe de combattants contre les Houthis qui défendaient la ville de Taez. Finalement, ils ont été reconnus plus tard comme organisation affiliée à Al-Qaïda par les États-Unis. On était déjà repartis, mais eux avaient envie de communiquer pour dire que non, ils n'étaient pas les vilains, etc. Et nous, on a pu partir avec eux. Et donc, dans ces cas-là, on n'avait pas nécessairement de fixeur, mais on était avec ces gens qui assuraient notre protection, on va dire, mais finalement qui nous faisaient un peu un tour du propriétaire. Et nous, à nous derrière, dans ces cas-là, d'être critique, d'avoir ce recul. On peut rentrer, on sait avec qui on rentre, et derrière, il faut pas être dupe, et il faut aussi faire la part des choses, peser un peu mettre les choses dans la balance, quoi. Qu'est-ce qui te fait partir dans des aventures comme ça? Parce que t'es papa, t'as 2 enfants. Que tu as eu jeune en plus. C'est quoi la motivation d'aller dans des situations dangereuses? Parce que c'est dangereux. Depuis, très, très sincèrement et très concrètement, depuis 2017, je ne pars plus ou quasiment plus. Après, je pense qu'on part parce qu'on a envie de raconter quelque chose. On reste parce qu'on se rend compte que ce qu'on a envie de raconter, c'est... en fait, il y a encore plus fort et encore plus important à raconter. Et on y retourne parce qu'on n'a jamais fini. Après, sur les sujets difficiles, techniquement, ça dépend sur les terrains de guerre, par exemple, techniquement, ça dépend des capacités à la fois logistiques et financières. Donc voilà, moi je n'y retourne plus tant que ça, très honnêtement je n'y retourne quasiment plus, parce que comme tu le disais, 2 enfants, ouais.
Mais au-delà des expériences de vie assez douloureuses, avec la perte d'un ami photographe, Lucas Dolega, à la révolution tunisienne, voilà, où on n'a pas réussi à le sauver d'un tir policier. La mort d'un second photographe, son meilleur ami et mon ami aussi, l'année d'après, Rémi Hochlik en Syrie. Plus ces 3-4 années-là, une hécatombe avec Camille Lepage, Tim Etherington, Chris Andros, tout ça. Tous ces gens qui se donnaient corps et âme à la photographie, on va résumer, la photographie de conflit, la photographie de guerre, ça va au-delà. Bien plus que moi d'ailleurs. Et qui ont laissé leur vie. Et finalement, moi, un constat déjà, j'avais envie de travailler sur des sujets plus longs, et finalement, ça m'a peut-être quelque part permis de franchir le pas et d'aller sur vraiment... parce que il y a quelque chose de l'ordre de la drogue aussi, hein, d'aller sur des terrains de conflit, une espèce d'adrénaline comme ça qui revient, et puis on peut jamais s'arrêter. Et en fait, ça a marqué chez moi un vrai coup d'arrêt. Un coup d'arrêt qui m'a fait prendre conscience aussi que on peut raconter aussi les choses autrement sans nécessairement mettre systématiquement sa vie en jeu, et des choses qui ont tout autant d'importance, qui ont tout autant de valeur, que non, ce ne sont pas nécessairement les photographes de guerre qui sont les photographes. Alors oui, ils font preuve pour beaucoup d'un grand courage, mais il n'y a pas de hiérarchisation à avoir dans la photographie à la fois journalistique et documentaire. Et voilà. Et puis en plus de ça, très souvent, on parle de la guerre au moment où elle a lieu, c'est-à-dire qu'on voit des photos de combat, de lignes de front, de gens derrière des sacs de sable ou derrière des murs, etc., à tirer. Il faut continuer à le documenter, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'après-guerre, qui fait souvent plus de victimes que la guerre elle-même. Les famines, les problèmes d'eau, les problèmes de santé, tous les problèmes, l'instabilité qu'il peut y avoir dans un pays une fois que la guerre est terminée, les traumatismes de guerre. Moi, j'ai travaillé pendant 8 mois avec Baptiste de Cazeneuve pour l'ONU, pour le HCR, sur la thématique des traumatismes de guerre centrafricains. Et donc avec des réfugiés à la fois au Cameroun, au Tchad et en Centrafrique même. Donc sur cette question des traumatismes de guerre, où par exemple, pour l'anecdote, il y a, qui n'en est pas une malheureusement, sur 120 000 réfugiés centrafricains au Cameroun en 2015, quand j'y étais, il y avait un psychologue. Un psychologue pour 120 000 personnes. Beaucoup de gens sont totalement détruits et ne peuvent pas retourner dans leur pays sans avoir fait ce travail sur eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas reconstruire un pays si on ne s'est pas soi-même reconstruit. Donc ces choses-là sont très importantes, et c'est là-dessus maintenant aussi que je travaille. C'est le relais entre le photojournalisme qui traite l'immédiat et le photodocumentaire qui traite les conséquences? Oui, alors le photojournalisme peut aussi les traiter d'une certaine manière, mais oui, le temps long, en fait, je pense que c'est la base, en fait, la vraie différence entre les deux, c'est peut-être le temps long, et aussi l'approche un peu personnelle qu'on met dans ces images, peut-être un petit peu plus d'auteur, on va dire, même si c'est un petit peu prétentieux. Un peu plus de toi, en tout cas. Un peu plus de soi, oui. Si on parle de la communication dans ton travail, je me demandais comment tu communiquais, comment tu trouvais des clients, c'est peut-être pas le terme, mais comment tu trouvais des débouchés à ton activité, et notamment la place de prix qui sont assez prestigieux, qui sont les prix World Press Photo, qui sont même très prestigieux. Je sais pas pourquoi je dis assez. Je pense que on aimerait tous en avoir. Toi, tu en as eu 3. Comment tu gères ta communication autour de tout ça, justement? Alors, je pense que je suis le plus mauvais communicant de la Terre. Donc comment je gère ma communication? J'ai envie de dire que je gère quasiment pas grand-chose. J'ai un peu tout à apprendre là-dessus, hein. Ce qui est par rapport aux réseaux sociaux, par exemple Instagram, on n'arrête pas de me dire mais mets-toi sur Instagram. Et j'y suis sur Instagram, oui, mais tes dernières photos datent de 2016. Bon, alors là j'ai fait un effort, là, comme il y a mon nouveau projet sur le Groenland, je mets des photos sur le Groenland.
Mais voilà, je suis pathétique vraiment en termes de communication. Comment je gère? Alors par exemple, les WordPress, je les ai très très mal gérés parce que finalement, c'était 3 WordPress issus de mes derniers reportages à l'AFP. Et moi j'ai quitté l'AFP pour travailler sur le long terme. C'était suite au tremblement de terre d'Haïti et à un certain moment ils m'ont demandé de rentrer. Au bout de 2 semaines, je voulais pas. Je me disais non, il y a tout à raconter, il y a tout à faire. C'est pas maintenant qu'il faut partir. C'est pas parce qu'on a parlé des morts que là maintenant il y a des millions de personnes dans la rue, il y a des centaines de milliers de blessés, il y a un pays à reconstruire. Enfin, c'est maintenant qu'il faut parler des choses. Et on m'a octroyé 4 jours de plus et j'ai bien dû rentrer. Et alors pour des raisons économiques, pour des raisons d'actualité, pour tout plein de raisons, je jette pas la pierre à l'AFP, qui est d'ailleurs par ailleurs une formidable agence indépendante, je tiens à le souligner. Mais qui ne correspondait plus à mes attentes. J'avais envie de fouiller mes sujets, donc j'ai démissionné de l'AFP. Et le dernier WordPress que j'ai reçu, donc c'était sur Haïti justement, mais ils se sont toujours donnés 1 an après, donc je l'ai reçu 1 an après. Et en fait finalement, je les ai très mal, au départ très bien vécu parce que forcément, ça fait plaisir, forcément, on est mis en lumière, forcément, on a les plus grands journaux qui nous appellent pour travailler, etc. Donc, ça partait très, très, très bien, ce début d'indépendance. Après, il y a eu, comme je te disais, l'histoire de Lucas et de Rémi qui ont mis un coup d'arrêt. Mais les WordPress, en fait, finalement, les récompenses, en général, ça a tendance à te mettre un petit peu hors sol. Et à finalement plus répondre aux attentes des gens qu'à tes propres besoins. Et je savais que la photographie de conflit, par exemple, chez moi, n'allait pas durer éternellement, parce qu'il ne faut pas que ça dure éternellement, parce que sinon on devient fou, on devient... Enfin bref, on perd tout, ouais. On perd toute notion de tout, on n'a plus de relation saine avec ses proches, on ne supporte plus son quotidien, enfin bon bref, on est complètement décalé de partout, quoi. Donc il n'était pas question de toute façon que je fasse ça tout le temps, mais on me collait cette étiquette du coup. Les WordPress les WordPress, tu les as eu que sur des conflits? Des conflits ou catastrophes naturelles. D'accord. Ou les deux en même temps, parce qu'Haïti, c'est un petit mix. Oui. Oui, le premier, c'était sur le cyclone en Birmanie, mais qui a eu des conséquences, puisque autres que simplement dévastatrices, puisque la junte birmane à l'époque profitait du tsunami qu'il y avait eu dans le delta de l'Irrawaddy pour exproprier les personnes, les villageois, et ils avaient tout perdu, et en plus de ça ils se faisaient voler leurs terres par la junte. Donc tout ça on est allé le raconter. Donc on a la catastrophe naturelle, on a les histoires qui vont avec. Pareil à Haïti sur le tremblement de terre, il y a toutes les histoires politiques et policières qui pouvaient y avoir autour. Et le troisième, c'était sur l'Iran, sur la révolution avortée de 2009. Donc, tu dirais qu'ils t'ont catalogué en fait Oui, j'étais clairement étiqueté photographe de news qui partait sur des terrains chauds, voilà, et qui ramenait des photos. Mais je ne voulais pas être je ne voulais pas que ça me colle à la peau, parce que je voulais faire autre chose, et c'est pour ça que j'avais décidé de quitter l'AFP. Donc en fait je me suis finalement assez peu tu t'en es détaché en fait. J'ai essayé de m'en détacher, et c'est pas évident, ça prend du temps, parce que ça serait maladroit et malhonnête de dire que ça ne fait rien au cerveau de se choper des prix, hein. Quand on commence à en avoir quelques-uns, forcément ça monte un peu à la tête, donc il fallait redescendre, et puis il fallait se restructurer, et il fallait voir où on avait envie d'aller, et puis voilà, j'essaie de faire ce chemin-là encore maintenant. Dernière question du côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui, et combien de temps t'as mis à y arriver? Alors, d'une manière générale, n'importe qui démarre dans la vie a comme on
on appelle ça une évolution de carrière. Il fait un métier et puis il progresse dans son métier, il acquiert de l'expérience, il se fait reconnaître par ses pairs, il avance et il monte les échelons finalement, comme on dit. Et donc du coup, le salaire généralement va avec. Voilà, il devient expert, etc., etc. Alors, en photojournalisme, si je parle juste de ça, c'est assez particulier en ce sens que le photographe doit toujours systématiquement se remettre en question et à chaque reportage finalement faire comme si c'était le premier. Rien n'est jamais acquis. On est toujours quelque part en concurrence avec les photographes qui arrivent sur le marché et sur un marché vraiment très restreint puisque il y a énormément de monde pour très très peu d'offres. Tu veux dire qu'on n'a aucune garantie en fait? On n'a jamais aucune garantie. Ce que je pensais au départ. Moi, il y a des rédactions avec lesquelles je travaillais depuis très très longtemps. On mise sur la fidélité, on pense que c'est ad vitam parce que ça se passe extrêmement bien, on s'entend très bien avec la rédaction nous apprécie, les photos, les reportages sont faits, ils sont valorisés, ils sont appréciés par la rédaction, tout va bien. Et puis du jour au lendemain, les choses changent. Et alors qu'on se faisait quasiment, un salaire tous les mois, même si on est à la pige, quand on est à la pige, on est salarié en même temps, tous les mois depuis X années, du jour au lendemain, tout s'arrête et on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est vrai que c'est le grand effondrement, on se remet en question, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et puis finalement, c'est ainsi que fonctionne le système, le milieu. Et donc, dans notre profession, on n'a jamais la garantie de bien gagner sa vie. Il y a des hauts, des bas, il y a beaucoup de bas, quelques hauts. Et là, la crise, par exemple, qu'on est en train de traverser du Covid, risque de laisser des traces et certains photographes sur le carreau. Clairement. Mais plus de place pour les autres. C'est la loi de la jungle, c'est ça? C'est ça. Plus de place pour les autres. Oui, c'est pas forcément les meilleurs qui restent. Après, il faut... Si je te demande, on va attaquer la conclusion de l'épisode, si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Waouh. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai parlé tout à l'heure de la mort de Lucas, quand on la vit en direct, quand on voit son ami, son collègue se faire tirer dessus, et que ça aurait aussi pu être pour soi. Évidemment, c'est très certainement le pire moment de ma carrière. Donc ça, c'est d'un point de vue humain. Après, des personnes qui sont parties devant nous, parce que là, évidemment, parce que c'est quelqu'un qu'on connaissait très bien, ça touche très particulièrement. Mais après, des personnes qui sont parties ou qui partent devant nous, il y en a eu beaucoup. Dans tous les sujets que j'ai pu traiter, j'ai été amené à voir beaucoup de gens partir. Donc, difficile de dire qu'il y a eu un moment difficile. Par contre, photographiquement, il y a un moment qui a été particulièrement pénible et qui a fait que j'ai vraiment failli arrêter le métier. C'est quand j'étais parti en Iran, donc en 2009, pour suivre l'élection d'Ahmadinejad. Et finalement, j'étais arrivé après tout le monde. La presse avait eu le droit à 10 jours de visa. Et puis moi, j'étais au Kenya, donc le temps que je rentre en France, que j'obtienne mon visa, je suis parti. Je suis arrivé la veille de l'élection à Téhéran, et donc un peu dépité parce qu'on savait qu'il allait être élu au premier tour. Tout le monde avait misé là-dessus, donc tout le monde est reparti, quasiment toute la presse est repartie le lendemain de son élection. Et puis moi, il me restait 9 jours à tuer, j'ai envie de dire. Et finalement, j'ai eu, en tout cas professionnellement, cette chance d'assister à ce soulèvement qui a bien failli renverser le pouvoir, à un moment, le régime. Il y a eu 2 millions et demi de personnes dans la rue pour demander de nouvelles élections, mais ça allait beaucoup plus loin, bien évidemment. Et donc de vivre ces moments historiques où, parce qu'il y avait très peu de photographes, alors il y avait quelques photographes locaux, mais beaucoup hésitaient à sortir parce qu'ils avaient peur pour eux, pour leur famille.
et les quelques photographes étrangers. Moi, j'avais la chance de bénéficier de la force de frappe de l'AFP. Donc, dès que j'envoyais mes photos à l'AFP, elles étaient diffusées dans le monde entier. Donc, pour peut-être la première fois de ma vie, je voyais l'intérêt de ce métier. C'est quand je voyais mes photos brandies, que ce soit à Los Angeles, à Bangkok, au Cap, à Paris, un peu partout. Je voyais les manifestants brandir mes photos comme preuve de ce qui se passait en ce moment. Donc des manifestants pro-iraniens, j'ai oublié de préciser, pro-révolution verte. Donc ça permettait effectivement de se rendre compte de l'impact de son travail. Donc ça, à la rigueur, ça pourrait presque être le meilleur moment en fait finalement de mon métier de photojournaliste. Mais le pire moment en fait à découler de ça, c'est que ces photos-là ont été récupérées par le régime, par les Bassidjis, qui ont créé un site dédié et qui ont entouré en rouge les personnes sur les photos, avec un appel à la délation. Et un jour que j'étais donc quelques mois après à Visa pour l'image à Perpignan, au festival de photojournalisme, et je reçois un message comme ça d'un Iranien qui m'écrit par Facebook, qui m'avait retrouvé, il m'écrit par Facebook en disant j'ai dû partir du pays, j'ai réussi à m'enfuir parce que je suis l'un des personnages de tes photos. Et je devais faire des études d'ingénieur en Australie. Je devais me marier avec ma femme. Je l'ai laissée là-bas. Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Et voilà. Et moi, j'ai dû m'enfuir. Je suis dans un petit village en Turquie. Et voilà, je ne t'en veux pas. Je sais pourquoi tu as fait ces photos. Il fallait les faire. Et il fallait... on ne pouvait pas ne pas montrer les visages. Il faut humaniser aussi ces choses-là. Et puis, on ne prend pas forcément non plus toujours la mesure des choses. Mais c'est le côté face. Mais j'ai eu le côté face de ce métier. Et là, je me suis dit, à quoi bon, en fait ? À quoi bon ? Parce que j'avais l'impact dans sa globalité, je dirais, dans son nombre. Je voyais l'impact que pouvaient avoir ces photographies. Et ensuite, j'avais l'impact personnalisé à l'unité. Oui, en fait, tu as eu le global et l'unitaire. Ouais. C'est ça. Où j'ai vu l'envers de la médaille, quoi. Et là, heureusement, bon, j'ai été bien entouré à ce moment-là. Enfin, heureusement, j'en sais rien. Peut-être que si j'avais changé de métier, j'aurais pris une autre voie. Ça aurait peut-être pas été plus mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai continué. Et ça a participé aussi à la réflexion qui s'en est suivie. Ça t'a fait évoluer, en tout cas. Ça m'a fait évoluer, oui. Si on prend le contre-pied de la question précédente, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Alors j'évoquais en photojournalisme peut-être donc ces photos qui ont fait le tour du monde et qui ont permis une prise de conscience de la situation en Iran. C'est en même temps le meilleur et le pire moment en fait. C'est ça. Ouais. Et après si je dois aller chercher plutôt du côté de la photo documentaire, je pense que c'est plus que le moment, je dirais que c'est plutôt la façon de travailler. Le fait de s'installer en Mongolie et d'aller à fond sur un sujet qui m'appartenait, que je maîtrisais de A à Z. Je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais montrer. Je menais mon enquête, j'étais seul, j'étais libre. Et je suis allé au bout des choses. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important et que j'essaye maintenant de reproduire en Groenland. Après, en termes de moments en particulier, j'ai envie de revenir sur l'expérience ou les expériences avec mon fils parce qu'elles sont à chaque fois magiques et je pense indispensables pour l'un et pour l'autre parce que moi, je lui transmets des choses, mais il m'apprend aussi énormément. Ça te fait évoluer quand même. C'est un super partage père-fils. Oui, bien sûr. C'est l'expérience qu'on aimerait tous avoir avec notre fils ou avec notre père. Que chaque père peut essayer d'avoir avec son fils et inversement. Après, ça passe beaucoup dans le dialogue, ça passe beaucoup dans l'écoute de l'autre. Moi, mon fils a grandi en Corse. Moi, je suis parti de Corse quand il avait 4 ans. On s'est séparés avec sa maman, donc je n'ai pas eu la chance de vivre le quotidien avec lui. J'ai fait des choix de vie à ce moment-là.
Et j'ai essayé de les rattraper. Alors, la quantité, j'ai essayé de la transformer en qualité. Voilà. T'as pas eu le quotidien, mais t'as eu l'extraordinaire. L'extraordinaire, ou en tout cas ce que je voulais peut-être passer un peu dans l'ordinaire de notre relation à nous. Et voilà, on a fait plusieurs voyages au-delà de ces deux-là cités, et à chaque fois, c'est des expériences enrichissantes pour les deux. C'est intense en tout cas. Dernière question, qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Je pense à Renaud Philippe, qui est un photographe qui habite au Québec. Et qui est donc photojournaliste. Il travaille beaucoup pour Le Devoir, mais il a une approche vraiment très humaniste de ces sujets. Il s'accroche à ces sujets. Il essaye coûte que coûte de les financer, parce qu'on n'a pas parlé du financement des projets personnels, mais c'est une vaste question à laquelle il faudrait sûrement consacrer un épisode entier, je pense. Consacrer un épisode, c'est clair. Mais alors peut-être que lui pourra aborder cette question-là. Et voilà, et c'est quelqu'un qui est, moi je pense c'est pas tant un photographe, et il est très bon photographe, mais c'est pas tant un photographe que j'ai envie de te proposer, mais plutôt un homme avec des valeurs humaines. D'accord. Voilà, et c'est ce que je trouve chez lui, et c'est ces choses-là, je pense, qu'il réussira à transmettre. Il a notamment travaillé beaucoup sur les Rohingyas, il y retourne assez régulièrement, et voilà, c'est quelqu'un qui est très très investi dans ces sujets. Je vais essayer de caler ça. On va discuter hors antenne de tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? C'est quoi tes projets à l'heure actuelle ? Comment on fait pour on peut me retrouver à Nuuk en décembre au Groenland pour un café si vous voulez, en espérant qu'on puisse partir. Si ça arrive, je veux des nouvelles. Si ça arrive, je veux le savoir, parce que franchement, si quelqu'un te contacte suite à ce podcast pour un café au Groenland, je pense que... Écoute, on verra bien. Ça serait formidable, ça serait marrant. Bon, on va avoir une petite quatorzaine là-bas, donc il ne faut pas qu'il me contacte dès mon arrivée, mais... Alors on peut, je n'en ai pas encore parlé, mais je fais partie de l'agence Myope, qui est une agence de photographes, une famille photographique, qui est une famille où les photographes se retrouvent autour de projets communs, et donc on peut me retrouver là-bas, notamment rue de l'Aqueduc, dans nos locaux. Je mettrai les liens vers ton site, ton Instagram, même si tu le remplis pas souvent. Oui, on peut toujours. Je mettrai tous les liens vers tout ça. Il me reste à te remercier d'avoir participé à ce podcast. C'était intense et intéressant. C'était beaucoup plus intense que ce à quoi je m'attendais. Pourtant, je m'attendais déjà à ce que ça soit assez profond. Mais vraiment, merci à toi d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Sunday Night Production.